As-tu déjà fait confiance à quelqu'un qui semblait parfait, pour ensuite te rendre compte que cette personne te détruisait lentement de l'intérieur, jour après jour? Et si je te disais que les individus les plus dangereux ne crient pas, ne frappent pas et ne se présentent jamais comme une menace? Ils portent des masques de bonté, de spiritualité et de bonnes intentions pour mieux s'approcher de toi. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a mis en garde contre ce type de personnalité, et comprendre comment les reconnaître peut littéralement sauver ta vie ou te condamner à sombrer dans des relations et des contextes qui détruisent ta paix, ton estime de toi et même ta prospérité. Aujourd'hui, tu vas voir ce qui se cachait jusque-là, à la vue de tous. Et lorsque tu le verras, rien ne sera plus jamais comme avant. Il n'arrive pas en faisant du bruit, ni en éveillant la méfiance. Au contraire, ce sont souvent des personnes que tout le monde admire, respecte et encense. Des gens qui affichent un sourire sincère, des mots doux sur les lèvres et des valeurs apparemment inébranlables. Mais derrière cette façade vertueuse se cache une obscurité qui agit en silence. Carl Jung, figure majeure de la psychologie profonde, affirmait que les véritables dangers ne se présentent presque jamais sous les traits du mal. Le plus grand risque réside précisément chez ceux qui semblent irréprochables, car, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le comportement agressif qui trahit une âme corrompue, mais bien l'absence totale d'ombre apparente. Cette froide conviction d'avoir toujours raison, d'être du côté du bien, de détenir la vérité absolue, même quand leurs actions sèment la douleur partout où ils passent. Et c'est là que se trouve l'un des avertissements les plus profonds de Jung. Ces personnes ne se voient pas comme des bourreaux. Elles se prennent pour des héros, pour des victimes injustement blessées, pour les seuls êtres lucides dans un monde rempli d'erreurs. Et c'est précisément cette croyance, la certitude d'agir pour une cause noble, qui les rend si dangereuses, car elles ne doutent jamais, elles ne s'arrêtent pas, elles ne reculent pas. Et pire encore, elles parviennent à entraîner les autres dans leur illusion. Jung appelait cela la possession par l'ombre, lorsque quelqu'un s'identifie tellement à l'idée d'être bon, juste ou moral, qu'il devient complètement aveugle à ses propres pulsions destructrices. Et c'est cette cécité qui transforme la vertu en arme. Ces personnes ne reconnaissent jamais leurs erreurs, elles les projettent sur les autres. Elles voient dans le monde extérieur tout ce qu'elles refusent de voir en elles-mêmes. Et alors, un schéma se met en place. Elles désignent des coupables, jugent sans relâche, inventent des ennemis imaginaires. Tout devient un prétexte pour accuser, condamner, moraliser. Mais jamais elles n'admettent la moindre faille. Jamais elles ne reconnaissent leur part de responsabilité. Parce que dans leur miroir intérieur, il n'y a pas de reflet, seulement le déni. Et cette projection constante, cette habitude de jeter leur propre ombre sur les autres, agit comme un poison invisible. Au travail, c'est ce collègue qui critique sans cesse les erreurs des autres, mais qui n'admet jamais les siennes. Dans un couple, c'est ce partenaire qui se fait toujours passer pour la victime, même quand il provoque les conflits. Et lorsqu'il s'agit d'un chef, d'un guide ou d'un leader, le danger devient collectif, car sa conviction absolue contamine, séduit et conduit des foules entières, même quand il les mène au désastre. Le problème ici n'est pas seulement moral, il est psychique. Ces personnes croient sincèrement à l'histoire qu'elles se racontent, et cette foi les rend imperméables à tout dialogue. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui refuse jusqu'à la possibilité d'avoir tort. Pendant que les gens ordinaires doutent, se remettent en question, ressentent de la culpabilité, ces personnalités avancent avec une froide assurance. Elles blessent, manipulent, mentent, sans le moindre remords. Et ce n'est pas de la force, c'est une pathologie. Un mécanisme inconscient qui étouffe toute conscience morale. Elles agissent comme guidées par une mission supérieure, une cause, une idéologie, parfois même un appel divin. Et c'est cette absence totale de conflit intérieur qui devrait le plus nous inquiéter. Parce que quelqu'un qui ne ressent pas la culpabilité ne ressent pas non plus de limite. Celui qui ne doute jamais ne s'arrête jamais. Et celui qui ne se remet pas en question ne change jamais. Jung est allé encore plus loin. Il disait que lorsque cette inconscience se combine à du charisme, on obtient la formule parfaite de la destruction. Car ces individus ne repoussent pas, ils séduisent. Ils paraissent généreux, attentifs, empathiques. Ils disent exactement ce que l'autre a besoin d'entendre, se montrent serviables, lumineux, bons. Mais leurs actes, eux, racontent une autre histoire. Ils sèment la discorde, la confusion, le chaos, tout en gardant leur image intacte. Ils sortent toujours indemnes, comme si le problème était partout, sauf en eux. Et cela n'est possible que parce qu'ils maîtrisent à la perfection l'art du masque.
Jung appelait cela la persona, l'image que nous construisons pour exister socialement. Mais lorsque cette persona devient une armure contre toute introspection, elle cesse d'être une façade et devient une prison. La personne s'identifie tant à son personnage qu'elle perd le contact avec son être réel. Elle devient le reflet de ce qu'elle pense que le monde attend d'elle. Et plus son image publique est vertueuse, plus son ombre se renforce dans l'obscurité. Et peut-être que quelqu'un te vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un qui semblait parfait, qui parlait bien, qui se disait du côté du bien, mais qui peu à peu t'a blessé, contrôlé, fait douter de toi-même. Cela a pu se produire dans une relation amoureuse, dans un groupe spirituel, dans un environnement professionnel, ou même au sein de ta propre famille. Et c'est là que ce message devient vital. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que ces personnes existent, il faut apprendre à les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Jung a identifié 3 signes clairs. Le premier, c'est la projection, lorsque quelqu'un voit chez l'autre tout ce qu'il refuse de reconnaître en lui-même. Le second, c'est l'absence de conflit intérieur, quand il n'y a plus de culpabilité, plus de doute, plus d'hésitation. Et le troisième, peut-être le plus corrosif de tous, c'est l'incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. Et ici, nous touchons à un point décisif, car nous avons tous, à un moment ou un autre, résisté à l'idée d'admettre nos erreurs. C'est humain, mais la personnalité dangereuse va beaucoup plus loin. Elle reconstruit la réalité, elle réécrit les faits, altère les souvenirs, déforme tout pour protéger son image de perfection. Et elle le fait avec une telle aisance que cela semble vrai. Ces personnes pleurent lorsqu'on les confronte, paraissent bouleversées, affirment être injustement accusées. Mais derrière cette émotion soigneusement mise en scène, il n'y a qu'un seul objectif, préserver l'illusion d'être bonne. Ce n'est pas seulement un mécanisme inconscient, c'est une stratégie de pouvoir. Car en se plaçant dans le rôle de la victime, elle suscite la compassion de ceux qui les entourent et manipule la perception des autres sans que personne ne s'en rende compte. C'est ainsi qu'elle garde le contrôle. Et c'est ainsi que des relations deviennent des prisons, que des équipes s'effondrent, que des communautés entières glissent vers le chaos, parce qu'une personne qui ne se trompe jamais ne change jamais. Et une personne qui ne ressent pas de culpabilité ne voit plus de limites. Ce cycle, lorsqu'il n'est pas interrompu, se répète sans fin. La douleur se répète, la manipulation se répète, et la souffrance devient un schéma sans que personne ne comprenne pourquoi. Mais il y a une raison. Jung décrivait cet état comme l'apogée de la possession par l'ombre, lorsque l'être humain devient esclave de son propre masque. Tout ce qui a été refoulé en lui, la peur, la colère, le besoin de contrôle, se manifeste alors à travers ses comportements. Et quand cette force inconsciente s'allie au pouvoir, dans une famille, une communauté ou à la tête d'une organisation, les dégâts deviennent colossaux, car à ce stade, l'individu n'influence plus seulement des vies, mais des destins. Et c'est ici que vient la partie la plus difficile, regarder en soi-même. Car le véritable antidote contre ces personnalités ne consiste pas seulement à les identifier à l'extérieur, mais à reconnaître ces mêmes mécanismes, même subtils, à l'intérieur de nous, parce que tout être humain possède une ombre, et plus nous la nions, plus elle grandit. Le chemin n'est pas de rejeter l'obscurité, mais de l'intégrer, reconnaître, avec humilité, que nous portons tous en nous des pulsions destructrices, de la colère, de l'envie, de l'ego. Mais c'est justement en les reconnaissant que nous devenons moins dangereux et plus humains. Et c'est de cela que nous allons parler ensuite. Parce que comprendre ces mécanismes ne change pas seulement notre regard sur les autres, cela transforme la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Et c'est là que commence la véritable guérison. Quand Jung nous invite à affronter notre ombre, il ne nous demande pas de juger les autres. Il nous demande d'avoir le courage de regarder en nous où se cache la rigidité, l'orgueil, le refus d'admettre nos fautes. Car le véritable danger commence lorsque nous croyons être absolument bons et que le mal se trouve toujours ailleurs. Et vois comme c'est profond. Plus nous nions nos propres aspects sombres, plus nous devenons vulnérables à la manipulation de ceux qui, eux aussi, refusent de se regarder. C'est pour cela que tant de personnes bonnes se perdent dans des relations abusives, dans des amitiés étouffantes, dans des milieux toxiques, parce qu'on leur a appris à toujours voir le meilleur chez les autres, à faire confiance aveuglément à ceux qui affichent une bonté apparente, à suivre ceux qui parlent au nom de valeurs supérieures. Mais l'apparence, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de cohérence, n'est qu'un déguisement. Et le déguisement le plus dangereux est celui porté par ceux qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, par ceux qui vivent dans une narration interne si rigide qu'ils ne voient plus la réalité telle qu'elle est, mais seulement telle qu'ils voudraient
qu'elles soient. Ce que toutes ces personnalités dangereuses ont en commun, c'est cette déconnexion totale de la réalité émotionnelle. Elles ne ressentent pas de remords véritables, ne vacillent pas devant la douleur qu'elles causent, ne sont pas touchées par les conséquences de leurs actes. Elles avancent comme si tout allait bien, parce que pour elles, tout va bien. Elles croient avoir raison. Elles se croient victimes. Elles se croient persécutées injustement. Et c'est pour cela qu'elles ne s'excusent jamais sincèrement. Au mieux, elles essaient de renverser la faute sur les autres. Parce qu'en elles existe un besoin désespéré de maintenir intacte l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu cela. Peut-être t'es-tu déjà culpabilisé pour quelque chose qui n'était pas ta faute. Peut-être as-tu tenté de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Peut-être as-tu cru pouvoir guérir une personne qui, en réalité, voulait seulement garder le contrôle sur toi. Cela arrive parce que ces personnalités dangereuses ne manipulent pas seulement les autres, elles manipulent aussi la narration. Elles savent comment inverser les rôles, comment te faire douter de ta propre perception. Et lorsque tu commences à penser « peut-être que j'exagère, peut-être que je suis injuste », c'est là que tu es déjà pris dans leur filet. Parce qu'un manipulateur ne t'attaque pas de front, il te brouille l'esprit. Et Jung expliquait que cette confusion n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une dissociation psychique. Ces personnes vivent dans un état de déni si profond qu'elles ont perdu tout contact avec leur essence. C'est pourquoi elles ne peuvent plus créer de liens authentiques. Elles ne ressentent pas une empathie réelle. Elles savent seulement imiter l'empathie. Elles ne sont pas touchées par la souffrance d'autrui, mais savent parfaitement comment imiter la compassion. Et elles le font si bien qu'elles trompent, pendant un temps, même les plus sensibles. Et il faut comprendre une chose essentielle. Elles ne jouent pas toujours un rôle consciemment. Elles ne montent pas une pièce de théâtre volontairement. C'est un mécanisme inconscient, plus profond. Elles croient réellement avoir raison. Et c'est justement pour cela qu'elles sont si dangereuses. Parce qu'elles ne sont pas mauvaises au sens classique du mot. Elles sont fragmentées, coupées de leur propre ombre. Et cette déconnexion se transforme en une conviction absolue d'être dans le juste, d'agir pour le bien. C'est là que le désastre commence. Et le dommage ne se produit pas seulement à l'extérieur, car plus nous passons de temps auprès de personnes comme celle-là, plus nous commençons à nous déconnecter de nous-mêmes. Nous commençons à douter de notre intuition, à remettre en question nos propres réactions, à nous modeler pour exister dans le monde émotionnel de l'autre. Et dans ce processus, nous nous perdons peu à peu. L'estime de soi s'efface, la clarté disparaît, et lorsque nous nous en rendons compte, nous sommes déjà prisonniers d'une relation de contrôle, de peur et de dépendance émotionnelle. Et tout cela au nom de quelqu'un qui paraissait si bon. Mais le mal, comme le disait Jung, ne crie pas, il chuchote, il se déguise. Le véritable mal est celui qui se présente enveloppé de vertu, qui parle avec douceur, qui se montre comme une solution, alors qu'il est la source du problème. Et le plus effrayant, c'est que ces personnes ne vivent pas loin de nous. Elles se trouvent dans les environnements les plus ordinaires, au travail, dans les relations amoureuses, dans les postes de direction, et même au sein des milieux religieux ou spirituels. Oui, même là. Parce qu'une spiritualité mal comprise devient un terrain fertile pour dissimuler l'ombre. Combien de fois as-tu vu des gens utiliser la foi pour humilier l'autre? Combien de fois quelqu'un s'est-il dit « éveillé, illuminé », simplement pour éviter toute critique? Ce n'est pas de la spiritualité, c'est l'ego déguisé en lumière. C'est la persona dont parlait Jung, ce masque qui prétend à l'élévation, mais qui cache le contrôle, l'orgueil et le déni. Et quand ce masque prend totalement le pouvoir, l'être humain devient une caricature de lui-même. Il cesse d'évoluer parce qu'il croit déjà être arrivé. Et quiconque ose le contredire devient aussitôt un ennemi, une énergie négative, quelqu'un qui ne comprend pas. Et si tu t'es reconnu dans tout cela, si quelque chose a résonné en toi, sache que c'est le premier pas. Parce que reconnaître ces schémas, chez l'autre ou en soi-même, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui nous rend conscients. Et la conscience, c'est ce qui sépare l'être humain en expansion de l'être humain en effondrement. Il n'y a pas d'évolution sans confrontation intérieure. Il n'y a pas de maturité émotionnelle sans reconnaissance de ses propres ombres. Et il n'y a pas de paix véritable tant que nous restons prisonniers de personnes ou de versions de nous-mêmes qui vivent dans le déni de ce qu'elles sont. Le chemin n'est pas simple, mais il commence lorsqu'on cesse de chercher la perfection pour commencer à chercher la vérité. Quand on échange le besoin d'avoir raison contre le courage d'être entier. Et être entier, parfois, c'est admettre « oui, j'ai des failles. Oui,
j'ai des impulsions difficiles. Oui, j'ai déjà manipulé, nié, jugé. Mais aujourd'hui, je choisis de voir, je choisis d'intégrer, je choisis de grandir, parce que celui qui voit sa propre ombre n'a plus besoin de la projeter sur les autres. Et celui qui assume sa propre obscurité devient moins vulnérable à ceux qui se déguisent en lumière. L'ombre n'est pas la fin. C'est le début d'un chemin bien plus profond, un chemin de guérison, de lucidité, de liberté. Et c'est de ce chemin que nous allons continuer à parler. Parce que le vrai voyage commence quand on cesse de regarder seulement vers l'extérieur et qu'on décide de plonger à l'intérieur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt pour ce plongeon. Si ce message a touché quelque chose en toi, aime cette vidéo et écris dans les commentaires « Je choisis de voir avec clarté ». Cette affirmation renforce ce qui s'est éveillé en toi et aide d'autres personnes à emprunter le même chemin. Et plus nous plongeons dans cet univers intérieur, plus une vérité devient évidente. Plus une personne projette de lumière vers le monde, plus son ombre peut être grande. Cela ne signifie pas que tout être charismatique ou bien intentionné cache quelque chose d'obscur, mais que le véritable autoconnaissance commence lorsque nous reconnaissons que chacun de nous possède des aspects que nous préférons ne pas regarder, et que plus nous les nions, plus nous devenons leurs marionnettes. Jung nous mettait en garde. Le problème n'est pas d'avoir une ombre, le problème, c'est de prétendre qu'elle n'existe pas, parce que ce refus nous transforme en personnage. Et vivre comme un personnage, c'est s'éloigner petit à petit de son essence. Quand nous entretenons une image idéalisée de nous-mêmes, chaque critique devient une menace, chaque désaccord, une offense, chaque erreur d'autrui, un miroir douloureux de ce que nous refusons de voir en nous. Et alors, nous entrons dans un cycle silencieux et corrosif. Nous accusons, nous condamnons, nous nous posons en victime ou en héros, n'importe quel rôle, tant qu'il nous évite de regarder à l'intérieur. Et ce théâtre psychologique ne se joue pas seulement dans les grandes tragédies. Il se manifeste dans les petits gestes du quotidien, dans la décision d'omettre quelque chose pour ne pas paraître en tort, dans la tendance à blâmer l'autre pour un malaise intérieur, dans la résistance à demander pardon quand au fond, nous savons que nous avons blessé quelqu'un. Tout cela, c'est l'ombre en action. Et tant que ces petits schémas passent inaperçus, nous nourrissons une déconnexion qui nous éloigne de notre propre paix. Maintenant, imagine cela à grande échelle. Imagine des personnes en position d'influence, des leaders, des mentors, des autorités, agissant à partir de cette déconnexion. Ce que nous avons alors, ce n'est plus seulement un problème individuel, mais une crise collective de conscience. Parce que lorsque des figures publiques, refusant de reconnaître leurs erreurs, gagnent du pouvoir, elles entraînent des foules entières dans la même cécité. Elles enseignent, par leurs mots ou par leur exemple, que reconnaître sa faiblesse est un échec, que douter est une fragilité, que demander pardon, c'est se rabaisser. Et ainsi, elles créent une culture où la vulnérabilité devient faiblesse et l'arrogance se confond avec le leadership. C'est pour cela que tant de contextes autrefois sacrés ou sécurisants se transforment en espaces de manipulation et de souffrance. Des espaces où le plus fort n'est pas celui qui aime le plus, mais celui qui domine le plus. Où celui qui parle le plus fort n'est pas celui qui a raison, mais celui qui n'écoute plus. Où l'image de perfection vaut plus que la vérité intérieure. Jung voyait là non seulement un effondrement psychologique, mais aussi un effondrement spirituel. Car nier l'ombre, c'est nier la totalité de l'être. Et un être qui vit à moitié ne pourra jamais goûter à la vraie liberté. Et la liberté dont nous parlons ici n'est pas celle qui consiste à faire ce que l'on veut. C'est celle qui naît lorsqu'on n'a plus besoin de faire semblant. Quand on peut être entier, avec la lumière et l'ombre, avec les réussites et les erreurs, avec la force et la vulnérabilité. Quand on n'a plus besoin de cacher des parties de soi pour être accepté, aimé ou respecté. Quand on comprend que notre humanité, dans toute sa complexité, est ce qui nous rend précieux. Mais bien sûr, ce chemin n'est pas confortable. Il demande de se détacher des masques, d'avoir le courage de reconnaître ses erreurs et la volonté de réexaminer les histoires que nous racontons sur nous-mêmes depuis des années. Il exige l'humilité d'admettre que, oui, nous avons aussi été celui qui a blessé, que nous avons été, parfois, de l'autre côté, et que, sans nous en rendre compte, nous avons déjà utilisé les mêmes mécanismes de manipulation que nous dénonçons aujourd'hui. Et c'est normal, parce que la croissance ne demande pas la pureté, elle demande la présence, la conscience, le choix. À partir du moment où tu commences à observer tes propres mécanismes de déni, de projection, de fuite, quelque chose de puissant se produit.
tu commences à te libérer du besoin d'être parfait. Et en même temps, tu deviens plus résistant à la séduction de ceux qui utilisent la perfection comme une armure. Car lorsque tu reconnais tes propres ombres, tu reconnais aussi mieux celles des autres, et tu ne te laisses plus tromper aussi facilement. Cette clarté change tout. Elle change ta façon de te relier aux autres, de te positionner, de choisir en qui avoir confiance. Elle change ce que tu tolères, ce que tu pardonnes, ce que tu gardes dans ta vie. Et non pas parce que tu es devenu plus dur, mais parce que tu es devenu plus intègre. Et l'intégrité est la seule base solide pour toute transformation véritable. Et si, pendant un instant, tu as pensé que tu étais peut-être trop sévère avec toi-même, respire profondément. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour comprendre, pour accueillir ce qui, jusqu'à maintenant, restait inconscient, pour regarder sans peur. Parce que c'est seulement en illuminant ce qui était caché que nous pouvons commencer à faire d'autres choix. Tu n'as pas besoin de te punir de ne pas avoir vu plus tôt, ni de te culpabiliser d'avoir un jour été pris dans les filets de ces personnalités dangereuses. Nous avons tous à un moment été séduits par de beaux masques. L'important maintenant, c'est ce que tu vas faire de cette nouvelle vision. Comment tu vas te protéger sans te fermer? Comment tu vas te guérir sans perdre ta sensibilité? Comment tu vas intégrer tout cela sans devenir cynique, amer ou méfiant envers la vie? Parce que le but n'est pas de devenir immunisé contre la douleur, mais conscient d'elle, pour qu'elle ne te rende plus aveugle, pour que tu ne répètes plus, pour que tu ne perpétues plus le même schéma qui t'a blessé. Et cela demande un pas à la fois, un regard plus attentif, une décision quotidienne de choisir la vérité, même quand elle fait plus mal que l'illusion, car la vérité peut blesser, mais elle libère. Le mensonge, lui, protège, pour un temps, puis il emprisonne, et cette prison n'a souvent pas de barreaux visibles, mais elle a de la culpabilité, de la peur, du silence et de la déconnexion. Et personne ne mérite de vivre ainsi. Jung nous offre, à travers son œuvre, bien plus qu'une analyse profonde de la nature humaine. Il nous tend un miroir. Et ce miroir, si nous avons le courage de le regarder, peut nous montrer le chemin du retour à la maison, vers nous-mêmes, non pas vers ce que nous voulons paraître, mais vers ce que nous sommes vraiment. Et c'est seulement dans cet espace de vérité que la guérison commence. Et sur ce chemin de guérison, il n'y a ni raccourci, ni solution magique, ni garantie de ne jamais retomber. Ce qu'il y a, c'est la présence, l'attention, des choix conscients jour après jour. Parce que lorsque tu commences à te connaître vraiment, non seulement la partie que tu montres, mais aussi celle dont tu as encore honte, celle qui a peur, celle qui est en colère, tu deviens quelqu'un de plus entier. Et les êtres entiers n'ont besoin ni de contrôler les autres, ni de se laisser contrôler. La conscience de sa propre ombre nous rend plus humbles, plus compatissants, plus attentifs aux pièges de l'âme. Et elle nous offre une force qui n'est pas celle de dominer, mais celle de soutenir son propre regard dans le miroir sans détourner les yeux. Cette force est rare, mais lorsqu'elle s'éveille, elle transforme. Elle transforme la manière dont tu te défends, parce qu'il n'est plus nécessaire d'attaquer le premier. Elle transforme la manière dont tu pardonnes, parce que tu comprends que l'autre aussi lutte avec ses propres ombres. Elle transforme la manière dont tu aimes, car aimer vraiment, c'est voir et accepter l'autre dans sa totalité. Et cela n'est possible que si tu as déjà fait ce travail avec toi-même. Jung ne voulait pas que nous craignions l'ombre, mais que nous l'accueillions, parce que ce que tu caches en toi te contrôle, mais ce que tu illumines se transforme lorsque tu permets à ton obscurité d'émerger avec responsabilité, avec conscience. Elle cesse d'être un poids. Elle devient un point d'intégration. Une partie de ton histoire passe à fin, et peut-être que le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est justement cela. Arrêter de fuir, de soi, des autres, de la vérité. Commencer à avancer, pas à pas, vers ce qui est réel, même lorsque le réel n'est pas confortable, même lorsqu'il exige de revoir ce que nous avons longtemps gardé sous le tapis, parce que seule la vérité abrite la liberté. Et la liberté ici, ce n'est pas seulement ne dépendre de personne, c'est ne plus dépendre d'un personnage, c'est ne plus avoir à se protéger sans cesse par peur d'être découvert, c'est pouvoir être, avec tout ce que cela comprend, la lumière, l'ombre, la force, la faille, être humain, être entier, c'est le point d'arrivée, mais aussi le point de départ. Parce qu'en devenant quelqu'un de conscient de ses propres ombres, tu ne te libères pas seulement, tu deviens aussi une lumière pour les autres, une lumière réelle, pas celle qui éblouit, qui s'impose ou qui cherche à briller, mais celle qui guide, qui accueille, qui révèle les chemins, une lumière née du courage d'avoir traversé sa propre obscurité.
Et si tout cela t'a touché, c'est peut-être parce que tu es prêt pour un nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre où tu n'as plus besoin de te cacher, ni d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être vrai. Que cette vérité te rapproche de ce que tu es né pour être. Et qu'à partir de maintenant, tu reconnaisses chaque fois que quelqu'un essaiera de porter le masque de la vertu pour cacher l'absence de conscience. Parce que désormais, tu sais, celui qui est entier n'a pas besoin de feindre la lumière. Il rayonne déjà simplement parce qu'il est réel.